Alors c'était une super expérience parce que ça a été mon école de cinéma. Moi je suis rentré à La Réunion en 2004 et de 2004 à 2015 j'ai bossé pour ce festival. J'ai d'abord été chargé de la production, après de la programmation et j'ai été le directeur de 2009 à 2015, donc pendant 6 ans. Et c'est une belle expérience dans le sens où quand vous dirigez un festival de cinéma, vous avez affaire à énormément d'interlocuteurs. Vous avez affaire aux cinéastes, bien entendu. Ça, c'est le côté artistique, la programmation. Mais vous avez affaire aux financiers. Et surtout, vous avez affaire au public. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il y avait plusieurs publics. Il y a le public scolaire, il y a le grand public, il y a le public spécialisé, il y a toutes sortes de publics pour lesquels vous devez, dans votre festival, donner des films qui correspondent à leurs attentes et leurs désirs. C'est quelque chose qu'on n'a pas conscience. Et ensuite, vous avez affaire aux autorités parce que c'est là que j'ai appris qu'un festival ne se fait que si une mairie est entièrement impliquée. On ne peut pas faire de festival, ça va au-delà du cinéma, si on n'implique pas les autorités d'une ville, et voire d'une région, voire d'un pays. Donc, et là, c'est presque un travail diplomatique. Parce que là, vous avez une casquette un peu de diplomate. Vous devez concilier les désirata du maire, des élus, avec vous, votre agenda artistique. Donc, ne pas être en confrontation. Essayer de trouver à chaque fois des points d'équilibre et pas des points de rupture. Et donc, c'est un travail qui finalement est un travail de diplomatie quand on dirige un festival de cinéma qui est assez important. Et on ne peut pas faire fi de l'aspect politique. Un festival s'inscrit toujours dans un territoire et un territoire est toujours dirigé par des politiques. Et ce que j'apprends toujours à mes équipes, c'est que, et ce que j'apprenais à mon équipe, c'est que traiter chaque film comme un cas particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paradigme pour traiter les films dans un festival parce que des fois il y a des films où tout est là, c'est-à-dire le producteur il a tous les outils nécessaires, il y a un distributeur qui va vous envoyer les bonnes affiches au bon format, les bonnes copies, et puis tu vois il y a d'autres films où le réalisateur et le producteur ne s'entendent plus. Vous écrivez au producteur à l'ayant droit qui vous dit j'ai plus envie de travailler ce film. Vous écrivez au réalisateur qui dit ah nanani nanana, etc. Le distributeur ne s'entend plus avec le producteur, etc. Donc chaque film est vraiment un cas particulier. Vous avez des films, ils sont dans un laboratoire à Paris. Vous en avez d'autres qui sont en train de faire le tour du monde. Donc il faut vous coordonner avec un autre festival qui est à Busan en Corée, qu'il faut renvoyer la copie à l'île de la Réunion, etc. Donc chaque film est un cas particulier et ça demande énormément d'énergie et de concentration. Et ce qui veut dire que aussi, quand on dirige un festival qui était énorme, qui était le plus gros festival de cinéma à la Réunion, les problèmes, il y en a toutes les heures. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique de cinéaste parce que quand vous êtes en plein festival, même un peu avant, toutes les heures, il y a un problème. Soit d'acheminement de copies, soit avec un public, soit avec un réalisateur, soit avec un distributeur, soit avec des élus qui veulent voir ça, soit avec des jurés qui sont plus du tout dispo. Et en fait, vous apprenez que, en fait, il faut rester calme et résoudre les problèmes un à un. Et même quand vous n'avez pas de solution, ne pas dire que vous n'avez pas de solution, mais essayer de trouver et gagner du temps. Donc ça vous apprend la patience, l'humilité. Et ça vous apprend aussi la diplomatie. Et c'est très important quand on est cinéaste aussi d'avoir la patience et l'humilité parce que les problèmes en tournage sur les plateaux, il y en arrive tout le temps, quoi. Tout le temps des problèmes, vous commencez à shooter et il y a un nuage qui passe et vous ne pouvez plus vous arrêter, etc. Ou alors il y a des problèmes avec les caméras, etc. Donc on apprend beaucoup de cette expérience-là. Alors, mon expérience, malheureusement, je n'ai pas pu la faire avec l'Université des Comores, dans le sens où moi j'avais un projet que j'avais écrit en 2009 avec des UV
où j'avais eu des partenariats avec l'Institut de l'image de l'océan Indien pour créer un département cinéma à l'Université des Comores, c'était en 2009. J'ai déposé ce dossier qui était un énorme dossier, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à l'écrire et à trouver les fléchages pour les financements. Et ce dossier est resté dans un tiroir à l'université. Et donc derrière ça, en 2010-2011, avec des camarades, Munir Alaoui, Kina Mohamed Djelan et d'autres, je me suis dit, et on s'est dit, bon, autant créer un festival de cinéma. On a vu le directeur de la télé de l'époque, Swali Mohamed Swali, qui était très partant, c'est un cinéphile. Vous avez dit, nous, le RTC, on ne va pas mettre de l'argent, mais par contre, je vais vous donner des gens de l'ERTC qui vont travailler pour le festival. Fakir, Adidja, etc., qui ont carrément été missionnés pour travailler avec nous. Donc on s'est dit, autant faire un travail à travers le festival, quoi. Et donc finalement, mes 20 ans d'expérience en formation, je les ai fait à travers beaucoup d'initiatives, que ce soit dans l'océan Indien ou en Afrique ou dans le monde, sur le cinéma documentaire, ou sur comment monter des festivals, sur ce que c'est que le métier de la production cinématographique. Et c'est une expérience où, c'est un peu ce que je disais précédemment, c'est que chaque auteur qui vient avec un projet, c'est toujours un cas particulier où nous, on a monté une initiative qui s'appelle DocOI, on forme au cinéma documentaire depuis une dizaine d'années maintenant avec des collègues, et on se dit qu'à chaque fois qu'on monte une formation, on va mettre nos blouses de psychologue, de psychothérapeute, etc. Parce que chacun qui vient avec une idée de film, on se rend compte qu'elle vient avec... la personne vient avec ses angoisses, ses intentions, ses mots MAUX et ses mots MOTS. Et donc finalement, on reçoit tout ça. Et tout ce qui est enfui, etc. Et donc finalement, on est un peu des psychologues, des psychothérapeutes, on essaie de dénouer tout ça pour que les intentions puissent aller loin. Donc ce qu'on apprend, c'est l'art de l'écoute, parce qu'on entend des histoires humaines, on entend des histoires de vie, des trajectoires de vie. Et donc ça, c'est vraiment la première leçon. C'est une leçon de se dire qu'on a affaire à des êtres qui sont sensibles, ceux qui ont envie de faire du cinéma, et on est là pour les guider à faire leur film du mieux possible. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris moi, en se disant que chaque fois que je reçois un projet, c'est une nouvelle aventure. Et je suis toujours content quand j'ai aidé un projet, de voir que le projet il a abouti. L'expérience du formateur, elle est là, elle est dans le fait que la personne que vous avez initiée, formée, elle puisse faire aboutir son projet. Après, pour l'autre partie de la question, qui concerne un jeune qui veut faire du cinéma, ici, moi je pense que, un peu comme partout sur le continent, il faut d'abord qu'il soit vraiment passionné. Je pense que sans la passion, on ne peut pas faire grand-chose dans beaucoup de domaines, surtout dans l'art, mais encore plus nous dans le cinéma, parce qu'ici, il y a très peu de moyens et qu'il faut être endurant. Et c'est la passion qui permet d'être endurant. Et nous, quand on a monté le CIF en 2010-2011, on a fait beaucoup de formations. Elles étaient gratuites pendant les 7 dernières années. On a brassé énormément de jeunes. On se retrouve qu'il y en a très peu qui continuent. On peut les citer, c'est une dizaine, et que les autres sont juste rentrés, profiter d'une formation, repartir, et voilà. Et on se rend compte que sans la passion, on ne peut pas tenir dans ce métier-là, parce que le cinéma coûte cher. Donc il faut monter des dossiers artistiques solides pour aller chercher des financements qui ne sont pas au pays, donc on est en compétition avec le monde entier. On est en compétition avec des gros pays en Afrique qui ont du cinéma, qui ont des histoires de cinéma, qui ont des écoles de cinéma. Nous, on n'a pas tout ça. Donc pour un jeune Comorien qui vit ici, moi, mon premier conseil, c'est es-tu réellement passionné par ça? Il faut que ça soit une double nécessité, que tu te dises que la première nécessité, j'ai envie de raconter à travers l'image, de raconter des choses qui me sont proches, et il n'y a que moi qui peux faire ce type de film-là. Et donc, il faut vraiment cette passion-là. Et je pense que cette passion-là,
pourra lui permettre ou la permettre de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, que ce soit ici au Comores ou n'importe où, dans la diaspora, ou nous à travers le CIF, ou d'autres, ou toi, ou d'autres, etc., qui vont pouvoir aider ce jeune à aller plus loin. Après, comme il n'y a pas d'école, il faut qu'il apprenne par lui-même. Et il y a aussi des possibilités. Il faut savoir que les Comores ont des conventions avec des pays qui ont des superbes écoles de cinéma. C'est ce que je dis beaucoup de jeunes qui sont passionnés par l'image. Au lieu d'aller vous enterrer à Tunis et faire de l'économie ou je sais pas quoi, à Tunis, il y a une école de cinéma qui est très belle, qui est très bonne. Vous allez au Maroc, vous allez à Rabat, vous allez je sais pas quoi, faire quoi, alors que vous avez envie du cinéma ou d'audiovisuel. Vous avez l'ESSAF, qui est l'une des meilleures écoles de cinéma en Afrique. Vous allez à Dakar, il y a beaucoup d'étudiants comoriens à Dakar. Vous avez l'Institut Imagine de Dakar. Vous allez au Burkina, il y a l'Institut de Gaston Kaboré, un grand cinéaste burkinabé. Vous allez à Dakar, il y a maintenant l'école de Courtrajmé de l'Ajli. Vous avez Alain Gomis, qui est franco-sénégalais, qui a créé aussi une école. Vous avez Cinécap, vous avez énormément, vous avez même l'université Gaston Berger à Saint-Louis, qui a un département cinéma, qui a formé des tas de réalisateurs. Donc vraiment, un jeune comorien qui veut vraiment faire du cinéma, je crois qu'il a même plus de chances de rentrer dans une école à partir d'ici que s'il est franco-comorien, qu'il habite à Lyon, où c'est beaucoup plus compétitif pour rentrer à l'IDEC, pour rentrer à la FEMIS, pour rentrer, etc. Alors, déjà, sur l'exemple du Nigeria, c'est assez particulier parce que c'est déjà un énorme marché. Et que le Nigeria, au-delà des trucs de smartphone qu'on voit beaucoup sur YouTube et sur les réseaux, il y a une vraie industrie du cinéma au Nigeria, qui est une vraie industrie qui a commencé très bizarrement parce qu'avant, il y avait des cinéastes au Nigeria dans les années 70, mais dès les années 90, les gars ont pris ce qu'on appelait les cassettes VHS. Et avec dedans on mettait la cassette, c'était des caméras avec des cassettes et on filmait. Et donc il y avait une joke qui circulait dans le milieu du cinéma africain qui disait ah, je vais faire un film à la Nollywood, c'est le Hollywood nigérien, c'est-à-dire que le lundi j'écris le scénario, le mardi et le mercredi je tourne, le jeudi et le vendredi je monte, le samedi c'est sur le marché de Lagos, le dimanche je compte les naira. Voilà. Donc c'était un peu ça, en caricaturant, c'était pas synchrone, etc. Mais presque 30 ans après, c'est une énorme industrie, avec des films maintenant qui sont même reconnus par les plus gros festivals du monde entier, avec des superstars. Si un jour vous allez à Lagos, vous voyez sur les grands buildings, les têtes d'affiche, il y a des stars qui ne peuvent pas sortir dehors parce que c'est la ruée. Donc il y a des studios de post-production, il y a une fond maintenant, il y a des écoles, etc. Et donc au final, j'allais dire, ceux qui font ça avec les smartphones, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans cette industrie-là et qu'ils n'ont plus les codes et qu'ils n'ont pas voulu accéder parce que l'industrie a commencé comme ça et que maintenant elle est très très réglementée et que c'est devenu une vraie industrie. Donc c'est bizarre que... Et c'est vrai que ces jeunes-là, ils font des initiatives parce que maintenant c'est des gros producteurs, il faut passer par des producteurs, par des syndicats, c'est vraiment une industrie qui génère des milliards de dollars par an au Nigeria, avec des très bons films, avec des films navets, etc., où ils vont prioriser certaines régions du Nigeria, etc., et d'autres. Et après, la question, en fait, la question du langage cinématographique n'est jamais une question qui est liée à l'outil. C'est-à-dire que les caméras ont toujours de tout temps évolué. Alors il faut déjà savoir que l'œil humain, c'est la meilleure des caméras. C'est-à-dire que rien ne remplace la précision, la netteté et le contraste de l'œil humain. Donc ça c'est un truc, ce qu'on essaie de reproduire depuis maintenant un siècle et demi, c'est de reproduire ce que l'œil humain peut percevoir. Et on n'y arrive pas. C'était le 35 mm qui se rapprochait un peu, à 80%. Après, on a vu au mode digital, on a numérisé, etc., etc., pour des histoires économiques, d'efficacité, etc., jusqu'à arriver au smartphone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où est la beauté du cinéma, c'est que le cinéma obéit à des règles immuables,
raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est l'art du conte, tout simplement. Écouter une histoire, les Québécois disent moi je vais écouter, ils disent je vais écouter un film. Donc voilà, ça revient à l'analogie sur le conte. Et on raconte une histoire, on peut mettre le début au milieu, etc. Mais ça reste une histoire, que ce soit en documentaire, en animation ou en fiction. Et comment on raconte cette histoire-là et quelles intentions on y met, ça passe d'abord par l'écrit. Donc il y a toujours, à un moment, ça fait partie de la syntaxe, il y a une écriture. L'écriture peut être réelle, c'est-à-dire on écrit, et puis ensuite on transpose ça. Ou alors on peut écrire dans sa tête et aller tourner, mais il y a toujours une écriture avant. Il y a toujours une écriture avant, il n'y a pas d'improvisation pour un bon film. Et après on peut utiliser un smartphone, une Alexa, un Canon, un Nixon. Ça en fait on s'en fout. Moi j'ai vu des films dans des festivals tournés avec des smartphones qui ont eu des prix. Mais parce que le réalisateur avait des intentions claires, avait une écriture et a raconté une histoire. Comme j'ai vu des navets tournés avec une Alexa, etc. Donc vraiment c'est qu'est-ce qu'on raconte et cette écriture-là, où est-ce qu'elle est? C'est vraiment ça. Et après l'outil, peu importe l'outil aujourd'hui, l'outil n'est pas là et c'est pas le. Après il y a des outils qui sont compliqués. C'est-à-dire que si un jeune aujourd'hui aux Comores ici veut tourner un film avec un smartphone, il ne faut pas qu'il oublie que le smartphone n'enregistre que l'image. Et que le cinéma, c'est deux composantes. C'est l'image et le son à 50%. Donc, moi, un jeune qui veut faire son film avec un smartphone, je lui dis vas-y, parce que c'est les moyens que tu as aujourd'hui, c'est ta génération, c'est la méthode, mais à la limite, prends un autre smartphone du copain et branchez un micro et prenez le son en parallèle pour que vous ayez un bon son. Parce que le cinéma, un film, 50% c'est du son, 50% c'est de l'image. Et ça, c'est le seul message que je leur passerai. Ne négligez jamais le son. Le son est tout aussi important que l'image. Et souvent, on prend le smartphone, on va filmer. Des fois, ça peut être super drôle ou super bien fait, mais on l'entend mal. Et donc, finalement, le film, il perd de sa qualité. Donc, il y a l'écriture et il y a aussi penser son et image. Donc, et après, vraiment, un film, c'est pas la puissance de la caméra qui fait la puissance d'un film. C'est vraiment son écriture et les intentions qu'un réalisateur met. Et plus on fait de films, plus on se rend compte de ça. Et donc, moi, ça m'a, franchement, quelle que soit la caméra, quand on a une idée qui est très claire, on peut le faire avec n'importe quel type de caméra. Alors, moi, mes projets personnels, déjà, c'est que j'ai quand même un boulot très prenant à Documentary Africa, parce que j'ai une organisation qui donne des fonds. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire tourner la boutique. Donc ça me prend énormément de temps, là. Les projets personnels, c'est que j'ai une société ici, les films Façon, et qu'elle était un peu dormante et que je la réveille à chaque fois pour les projets. Mais maintenant, vraiment, le projet, et ça rejoint la deuxième partie de ta question, vraiment, le projet, c'est de faire en sorte que cette société ne produise pas que mes films, mais produisent d'autres films de jeunes cinéastes comoriens que j'ai repérés, avec qui j'ai fait un parcours, et de jeunes de la zone océan Indien principalement. Principalement, je veux vraiment devenir producteur, mais plutôt de réalisateur et de cinéastes et réalisatrices de la zone océan Indien, qu'ils soient mauriciens, réunionnais, malgaches, comoriens, pour faire en sorte que cette zone-là, notre zone-là, elle émerge au niveau du cinéma, parce que je me rends compte qu'avec toutes les formations que je fais, et il y a énormément de cinéastes maintenant dans la zone, il manque de producteurs. Donc ça, c'est vraiment le projet. J'espère trouver un administrateur, une administratrice cette année, et pour vraiment lancer la société et produire, et vraiment accompagner, puisque je sais accompagner les projets dans les phases de développement, d'écriture, et vraiment accompagner ces auteurs à lancer leur carrière, à faire une carrière au niveau mondial. Donc ça, c'est vraiment le projet. Et l'autre projet pour le pays, on était un peu endormi ces 3 dernières années avec le CIF, puisque le dernier festival, on nous a pris 17 millions. On avait une subvention de 24 millions.
On n'a jamais vu, on a reçu que 5, on n'a jamais vu les 17 millions. Donc ça nous a créé énormément de dettes qu'on rembourse nous de nos poches petit à petit. Et l'idée maintenant avec les copains, on s'est vu il n'y a pas longtemps, on va se revoir, c'est de continuer les activités au niveau de la formation, ce qu'on avait commencé à initier, les projections ambulantes. Après on refera un festival quand on sera plus assis financièrement, qu'on aura épongé toutes les dettes, parce que c'est quand même lourd quand vous avez une structure très fragile, comme les structures associatives ici au pays, et que vous avez une subvention de l'État, et que là-dessus, vous prenez que 20%, et que vous avez fait un budget provisionnel là-dessus, donc ça a été un gros coup dur, et qui a découragé, démotivé pas mal de gens de l'équipe, mais le corps même de l'équipe est toujours là, et veut toujours avancer, donc l'idée c'est de continuer les formations qu'on faisait en écriture, parce que ça a donné des tas de choses, et les formations et les projections ambulantes un peu dans toutes les îles, quoi. Ben, le dernier mot pour la route, c'est je souhaite qu'il y ait vraiment des cinéastes qui émergent ici au pays. Et je pense que vraiment sont en bonne voie, j'entends des bons échos, il y a des jeunes qui se lancent, qui font des choses. Donc maintenant, effectivement, je pense que si on avait des lieux où apprendre à se former continuellement, parce que nous, le problème, c'est que nous, on fait des formations ponctuelles, mais l'idéal, c'est d'avoir des lieux permanents, quoi. Et je pense que c'est la même chose pour toutes les autres disciplines. Je pense que le combat pour les 10 prochaines années, c'est que nous autres acteurs culturels comoriens, de la diaspora et de ceux qui vivent ici, c'est peut-être de trouver les moyens qu'on puisse trouver et créer des lieux. Moi je pense que si j'ai un dernier mot, c'est croisons les doigts, travaillons encore plus pour qu'on créer des lieux de création pour nous et de formation pour tous ces talents qu'il y a dans ce pays en fait. Et si l'État ne veut pas, bah, on trouvera d'autres partenaires.